Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast de la chaire Grisette, réseau électrique et société en transition. Aujourd'hui, toujours avec Antoine Baccini, pour ce troisième podcast, on va aborder la question des sources d'énergie dans les univers de science-fiction, mais pas que, des univers fantasy. Pour commencer, si on ne pouvait pas justement nous faire un petit tour d'horizon des sources d'énergie. D'abord, on constate que les sources d'énergie, soit dans la science-fiction ou dans la science-fantasy, sont en fait souvent des dérivés de sources d'énergie qui sont réelles et connues, et qui sont en fait poussées dans les retranchements du champ des possibles par l'imagination des auteurs et des cinéastes. Par exemple, les énergies fossiles sont parfois représentées dans ces univers-là. On peut prendre l'exemple des machines alimentées au charbon dans les univers steampunk, mais aussi dans bon nombre d'œuvres post-apocalyptiques. Une des tensions majeures du récit finalement est parfois centrée autour de la question suivante: qui détient l'essence restante dans un monde où cette ressource se fait rare, comme c'est le cas dans les films Mad Max 2 ou encore Waterworld. Cela tient d'ailleurs de la dystopie, puisque ces énergies fossiles sont en réalité aussi destinées à disparaître à terme. On retrouve tout un tas d'autres styles d'énergie terrestre, comme l'énergie solaire. On sait que depuis l'Antiquité, il existe l'idée selon laquelle il est envisageable de se servir de l'énergie dégagée par le soleil pour alimenter certains mécanismes, et ce savoir se voit réutilisé parfois dans la science-fiction, puisque certains imaginent des sociétés dans lesquelles cette énergie finalement prendrait une place déterminante et centrale, comme c'est le cas dans la célèbre nouvelle Let There Be Light de Robert Heinlein, parue en 1940. La réalité a presque d'ailleurs rejoint la fiction aujourd'hui, avec le développement du photovoltaïque, même s'il ne permet pas pour l'instant les prouesses décrites dans ses œuvres de fiction. Dans certains opus de la saga James Bond, qui tend souvent vers la spy fiction, c'est-à-dire science-fiction mélangée à un film d'espionnage, on retrouve parfois aux mains du bad guy de terribles armes qui sont alimentées par l'énergie du soleil, par exemple dans L'Homme au pistolet d'or ou encore dans Meurt un autre jour. Faites-moi grâce de vos métaphores. L'énergie éolienne, elle aussi, est parfois utilisée, même si c'est plutôt rare, car elle est l'une des premières énergies que l'homme a su maîtriser et donc ne laisse peut-être que peu de place au fantasme. On la retrouve néanmoins parfois dans le steampunk, dans des métrages à l'instar de La planète au trésor des studios Disney ou encore du long métrage Stardust, où l'énergie éolienne sert donc à faire se mouvoir de grands navires galactiques. Enfin, on termine par l'énergie nucléaire, qui est souvent au cœur de la science-fiction, du fait de toutes les potentialités qu'elle peut rendre envisageables. Elle peut être à la fois destructrice, comme c'est le cas dans La planète des singes, où sa mauvaise utilisation conduit à la chute de l'humanité, mais elle peut aussi permettre d'alimenter les plus incroyables machines. Ainsi, donc, la fission, la fusion, l'antimatière qui participe à faire fonctionner le vaisseau Enterprise dans Star Trek, ou l'hypermatière, qui est le carburant utilisé dans Star Wars pour alimenter les hyperdrives des vaisseaux, ou encore partiellement le laser de l'étoile de la mort, sont autant d'énergie en lien ou dérivés du nucléaire, et on retrouve des dérivés donc du nucléaire dans encore de nombreux autres films de science-fiction, science-fantasy, l'instar de Retour vers le futur et son fameux convecteur temporel qui permet le voyage dans le temps et qui doit être alimenté largement en plutonium, en tout cas dans le premier film, ou encore le réacteur Arc dans Iron Man ou le Proton Pack dans Ghostbusters. Pour ce qui est de l'énergie électrique, on a déjà abordé donc ce sujet la semaine dernière, mais me viennent néanmoins à l'esprit les batteries humaines de Matrix, qui sont donc des humains utilisés comme batteries vivantes pour alimenter les besoins des machines ayant pris le contrôle grâce à la chaleur qu'ils dégagent. Il y a vraiment peu d'électricité dans ce que tu viens de nous citer. Pourquoi en fait? Les créateurs ont-ils toujours cherché à s'en détacher pour transporter le spectateur, le lecteur ou le joueur dans l'univers qu'il a créé? Par là, dans ce que tu viens de nous dire, ça résonne en moi avec par exemple l'épice qu'on parle beaucoup dans Dune, donc le mélange gériatrique ils appellent ça, qui sert à la fois en fait une sorte de carburant pour la préscience. En gros, on sait que les navigateurs de la guilde dans Dune s'en servent pour voyager plus vite et voyager de planète en planète alors que ça mettrait des millions d'années autrement. Et dans
dans Dune aussi, ils utilisent la figure des atomiques. Ils appellent ça comme ça, les atomiques, donc en référence aux armes nucléaires. On voit dans le tome 2, le Messie de Dune d'ailleurs, désolé pour le spoil, mais il y a une arme qui s'appelle le brûle-pierre et qui du coup brûle littéralement en venant du ciel comme un peu une étoile de la mort. Je pense que George Lucas s'en est largement inspiré, vu que c'était 10 ans avant Star Wars. Une sorte de rayon laser qui frappait la surface terrestre de la planète en question et en fait brûlait les yeux, faisait même éclater les orbites des yeux il me semble, et s'il était même plus fort, le rayon pouvait même éclater le noyau de la planète en question. Pourquoi il y a toujours eu cette distanciation avec l'électricité? Pourquoi il y a toujours eu le fait d'avoir dû inventer des carburants, d'avoir eu affaire à autre chose que par exemple dans Star Wars, on se doute qu'il y a des portes qui s'ouvrent par l'électricité, mais on n'est pas sûr, en final on n'entend jamais parler de l'électricité en soi. Je pense que c'est aussi dû au fait que l'électricité est devenue tellement omniprésente depuis quelque temps qu'elle fait peut-être moins rêver, qu'elle évoque moins le rêve et d'extraordinaires perspectives qu'elle ne le faisait par le passé. Si on suit tes propos, Antoine, les créateurs, quand ils créent leur univers de science-fiction, autres livres, jeux vidéo ou films, se basent forcément sur des énergies connues, comme tu viens de nous le dire, au niveau des moyens de production. C'est pas forcément vrai, puisque parfois on retrouve aussi de simples artefacts aux propriétés magiques qui sont en dehors de toute réalité ou de toute volonté de donner une impression de réalisme. Par exemple, on retrouve les cristaux Kyber dans l'univers Star Wars, qui sont des cristaux nécessaires notamment à l'alimentation des sabres laser, utilisés à la fois par les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Noirs des Sith. Et dans le Marvel Cinematic Universe, on retrouve le Tesseract, qui contient l'une des 6 pierres d'infinité, censée abriter une source d'énergie sans limite. Pourtant, aucune invention technologique n'a permis de créer des vaisseaux spatiaux, des voitures volantes ou même des blasters. On sait qu'il y a eu des tentatives de créer un overboard, on me rappelle c'était il y a 4-5 ans, quand on fêtait justement le fait que Marty et Doc arrivaient dans le futur, donc c'était en octobre 2015. Il arrivait, du coup, je me rappelle, il y a une compagnie, c'était sur Kickstarter, qui avait mis en avant le fait d'avoir inventé un overboard. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose. Est-ce que tu crois que ces inventions technologiques, forcément liées à l'énergie en question, est-ce qu'ils se sont inspirés? C'est vrai que les œuvres de science-fiction et de science-fantasy introduisent souvent, comme tu le dis, à des machines assez extraordinaires, que ce soit des vaisseaux interstellaires ultra rapides, de vastes stations orbitales ou de gigantesques métropoles planétaires. On peut se demander, en effet, ce qui explique que ces projets soient pour l'instant hors de notre portée. La réponse à cette interrogation se cristallise autour de la question de l'énergie, justement. Ce qui différencie ces sociétés fictives et techniquement ultra avancées des nôtres, c'est leur capacité en fait à utiliser de vastes quantités d'énergie. Par exemple, pour atteindre les lointaines étoiles de notre galaxie en un temps raisonnable, compatible avec la durée moyenne de la vie d'un homme, il faudrait que le vaisseau utilisé se déplace à une vitesse au moins 1000 fois supérieure à celle atteinte par nos sondes interplanétaires. Le Venture Star, qui est le véhicule interstellaire utilisé dans le film Avatar, consommerait une quantité d'énergie 100 000 fois supérieure à celle utilisée par toute l'humanité en une année pour effectuer le voyage de 6 ans qu'il entreprend jusqu'à Alpha du Centaure. Un des autres classiques absolus de la science-fiction et de la science-fantasy, c'est la mise en scène d'armes de destruction massives au potentiel meurtrier colossal, à l'instar bien sûr de l'étoile de la mort dans la saga Star Wars. La quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de son terrible laser, qui est donc capable de détruire une planète en quelques secondes, serait immense. Puisqu'en fait, la cohésion d'une planète est assurée par sa gravité propre. Et donc pour la détruire, il faut y injecter une quantité d'énergie supérieure à son énergie de cohésion gravitationnelle. Si Alderaan, la planète qui est détruite dans le premier Star Wars, était l'équivalent de la Terre dans cette galaxie lointaine, cette énergie nécessaire devrait être 500 milliards de fois supérieure à la production annuelle d'énergie de toute l'humanité.
La fiction aurait pu devenir réalité en 1983 quand Ronald Reagan annonce la création de l'initiative de défense stratégique, où à l'époque il avait parlé aux gens en ces termes de Star Wars. Le projet c'était d'intercepter depuis l'espace les missiles soviétiques finalement. Il y a eu plusieurs expériences comme un satellite à rayon laser qui pouvait intercepter ou de lumière issue de la planète Terre se reflèterait sur des miroirs dans l'espace et permettrait du coup la destruction des missiles balistiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça du coup ? Alors ça c'est assez amusant puisque à l'origine en fait ce sont des détracteurs de Reagan qui ont nommé donc cette initiative l'initiative Star Wars afin de le décrédibiliser et finalement il a réussi à utiliser ça à sa manière pour faire parler de son initiative finalement en faisant référence à ce film qui était si présent dans l'imaginaire américain. Et d'ailleurs en octobre 2013 une pétition en ligne demandant à l'administration Obama de bâtir une véritable étoile de la mort a atteint les 25 000 signatures, qui est donc le seuil à partir duquel le gouvernement se doit d'adresser une réponse officielle. Cette réponse, elle vint en novembre, sur un ton évidemment humoristique, la Maison-Blanche estimant le coût d'un tel chantier à 850 milliards de dollars, sans manquer de préciser que le gouvernement ne cautionne pas le fait de faire exploser des planètes, ou par exemple qu'il serait peu sage de construire une machine présentant un défaut fondamental pouvant être exploité par un simple chasseur X-Wing. Si nous cherchions en plus vraiment à construire une étoile de la mort, ce serait évidemment une entreprise impossible, puisque la taille de cette station est estimée entre 140 et 160 km de diamètre, et donc déjà générer la quantité de métal suffisante à sa construction nécessiterait donc à elle seule une quantité d'énergie absolument immense. Des scientifiques ont calculé que ne serait-ce que pour illuminer l'intérieur de l'étoile de la mort, il faudrait plus de 191 milliards d'ampoules. Et alimenter ces ampoules coûterait déjà 41 trillions de dollars par jour. Et ensuite, alimenter cette station dans son intégralité pour une seule journée coûterait approximativement 7,7 octillions de dollars, ce qui correspond à 30 trillions de fois l'intégralité de l'argent disponible sur Terre, qui est donc 90 trillions de dollars. Ainsi, finalement, même si nous pouvions bâtir l'étoile noire, nous ne pourrions pas l'alimenter pendant une seule journée. Comment s'articulent ces énergies? Comment sont-elles perçues? Comment ces modes de production, de fonctionnement ont-ils été classés, catégorisés entre elles? Est-ce qu'il y a eu quand même une tentative de classer sur une échelle interplanétaire, interstellaire, intergalactique ces énergies-là? En effet, puisque le physicien russe Nikolai Kardashev, qui est né en 1932 et mort l'année dernière, a proposé en 1964 un classement en fait des civilisations réelles et fictives selon leur consommation d'énergie, en partant du constat en fait que l'accès à l'énergie est la voie privilégiée du développement technique des civilisations. Dans la première catégorie donc se trouvent les civilisations qui contrôlent à grande échelle l'ensemble des formes d'énergie disponibles sur leur planète, donc de l'éolien au nucléaire. Et c'est dans cette catégorie que se trouve l'humanité au XXIe siècle. Dans la seconde catégorie, on retrouve les civilisations capables d'utiliser l'énergie rayonnée par leur principale étoile. Et une telle civilisation peut disposer d'une quantité d'énergie qui est des milliards de fois supérieure à celle d'une civilisation de catégorie 1. Et c'est ici par exemple que l'on trouve la Fédération des planètes de la série Star Trek. Et enfin, le dernier échelon de cette classification, qui est donc la troisième catégorie, comprend les civilisations qui sont capables de maîtriser l'énergie générée par plusieurs étoiles. C'est ici que l'on retrouve ce que Kardashev appelle les super civilisations en fait, à l'instar de l'Empire dans la trilogie Star Wars. Civilisation qui contrôle plusieurs planètes en même temps en fait. C'est ça. C'est graduel, c'est croissant. Et tu voulais finir sur une citation, il me semble? Alors oui, en effet, sur une citation du professeur Charles-François Matisse, qui correspond bien à notre propos, et donc il dit « L'énergie est un thème récurrent dans la science-fiction. La dimension technique induit assez naturellement des questionnements sur l'énergie qui meut telle ou telle machine. Ces œuvres offrent justement des possibilités, ancrées ou non, comme on l'a vu, dans des contraintes physiques dont il faut tenir compte. » Merci Antoine du coup pour ces explications sur les sources d'énergie dans les univers de science-fiction et de science
Science Fantasy. On se retrouve la semaine prochaine pour un 4e podcast de notre série en partenariat avec le Bordeaux Geek Festival qui traitera celui-ci, normalement si tout va bien, de l'électricité et de son rapport avec le pouvoir dans les univers de science-fiction, mais pas que. Vous allez voir ça la semaine prochaine.